Bonsoir à toutes et tous. Me voilà à nouveau en direct du groupe pour vous parler ce soir des relations toxiques qu'on peut avoir avec nos parents. Pourquoi ce sujet? En fait, la première raison, c'est parce que on m'a posé beaucoup de questions sur les parents toxiques. Je sais que certains d'entre vous ont des difficultés par rapport à leurs parents aussi. Voilà, j'ai eu vraiment des demandes concrètes par rapport à ce sujet-là. Donc voilà pourquoi j'ai décidé en fait d'aborder ce sujet-là. Aussi parce que quand on fonctionne en dépendance affective, c'est souvent lié aussi à notre éducation, à la façon dont nos parents se sont occupés de nous ou pas. Coucou Anna, je te vois, mais je crois que je vais avoir les commentaires dans un petit moment. Je crois que les commentaires, ils arrivent toujours un peu après, je vous dis bonsoir à tous et désolée parce qu'au début, je vois pas trop les commentaires de ce que vous m'écrivez. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas si je réponds pas, c'est que pour l'instant, je vois pas encore vos commentaires. Donc j'étais en train de dire... Ah, ça y est, je te vois Anna, je vois ton coucou. J'étais en train d'expliquer les raisons pour lesquelles j'ai abordé ce sujet. Je disais que c'était à la demande du groupe et aussi en partie parce que quand on fonctionne dans la dépendance affective, évidemment c'est forcément lié aussi à l'éducation qu'on a reçue, à comment nos parents se sont occupés de nous ou pas, à nos blessures liées à notre enfance. C'est très très étroitement lié aussi à la dépendance affective, ce sujet-là. J'avais envie de définir déjà ce que c'était concrètement, en fait déjà le parent, hein, de quel parent je parle. Donc déjà je parle de la figure d'attachement. C'est Bowlby hein, qui en a parlé des figures d'attachement. Si vous avez envie de faire des recherches sur internet, coucou, ça va Frédéric? Voilà, donc c'est coucou Aurore. Ça me fait trop plaisir que vous soyez tous là, franchement, ça me fait chaud au cœur. J'étais en train d'expliquer la figure d'attachement. Donc, si vous voulez aller voir les travaux de Bowlby, Bowlby, ça s'écrit B-O-L-B-Y. C'est très intéressant sur les figures d'attachement déjà, pour vous donner un petit peu des références. En fait, c'est quoi une figure d'attachement? Ce sont les personnes qui se sont occupées de vos besoins, qui sont censées s'en occuper quand vous êtes enfant à long terme. Voilà. Vos besoins, ce sont les besoins vitaux que moi je travaille dans mon accompagnement avec les personnes. Justement, ça c'est un lien très étroit c'est un lien très étroit avec la blessure d'abandon et le fait de se préoccuper de ses besoins vitaux soi-même, parce que si on a eu un parent un peu abandonnique, c'est-à-dire ou des parents abandonniques, c'est-à-dire qu'ils se sont pas occupés correctement de vos besoins vitaux, forcément en fait vous avez une blessure d'abandon. Donc voilà en quoi c'est étroitement lié aussi au sujet de la dépendance affective. Donc maintenant j'ai parlé un petit peu du parent. Là je vais commencer un peu par vous définir ce que c'est la relation toxique et avec ses parents. Et puis oui c'est vrai, t'as raison, c'est avec un W. Merci Véronique. Tu vois, moi j'ai toujours écrit B-O-L-B-Y, mais je me suis trompée. Ok. Donc voilà, je rectifie, pardonnez-moi, c'est avec un W au milieu. Ce que je voulais dire, c'est que on va définir d'abord ce que c'est la relation toxique avec nos parents. Alors c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que la relation toxique c'est que le mode bourreau, les critiques, les rabaissements et tout ça, mais la relation toxique en fait c'est pas que ça. C'est trois modes différents. Voilà, je vais vous en parler de ces trois modes en vous donnant un peu des exemples de ce que ça pourrait être. J'ai envie de vous dire, avant de commencer à vous expliquer les choses, que vous pourrez peut-être vous reconnaître aussi dans ce que je vais dire, et c'est pas pour autant qu'il faut s'en affoler. Mais par contre, en tenir compte et essayer de rectifier vos attitudes peut-être vis-à-vis de vos enfants aussi, hein, parce que moi, je vous dis ça avec toute humilité, en toute humilité, parce que moi, quand j'ai commencé un travail sur moi, dans le sens où j'ai commencé à devenir coach, les 3 premiers mois de mon accompagnement, c'était transformationnel. Et au milieu de tout ça, je me suis rendu compte que j'avais tendance un peu à surprotéger mon fils, et c'est pas forcément très sain pour l'enfant, vous le verrez un petit peu plus tard.
Donc voilà, donc du coup, il y a trois façons de se positionner en mode toxique. Donc vous allez avoir les parents, évidemment, qui d'abord vont se positionner en mode bourreau vis-à-vis de l'enfant, hein, vis-à-vis de vous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais parler à la fois d'adulte à adulte, c'est-à-dire quand vous êtes adulte vis-à-vis de votre parent qui est adulte. Et aussi parfois peut-être un peu transgresser en parlant du parent adulte vis-à-vis de l'enfant qui est pas encore devenu adulte, quoi. Voilà. Mais je ferai un peu la distinction et puis de toute façon je pense que vous comprendrez facilement de quoi je parle au moment où j'en parle. Donc par rapport au mode à la toxicité, donc déjà évidemment le premier mode c'est le mode bourreau, on va dire, hein. Donc bourreau, qu'est-ce que c'est? Ça va être un parent qui va vous faire des reproches, c'est un parent qui va toujours chercher à avoir raison, donc c'est-à-dire qu'il va vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, qui va être contrôlant. C'est un parent qui même parfois va peut-être vous faire du mal aussi, hein, parce que ça peut aller très très loin, hein, le mode bourreau, ça peut aller jusqu'à même de la barbarie, de la maltraitance. Enfin, le mode bourreau, c'est vraiment très difficile à supporter et à vivre parce que en fait on se sent agressé. C'est presque comme si au final on se prenait des gifles psychologiques tout le temps. Donc voilà. Donc du coup, bon moi dans mon métier d'infirmière avant, parce que je sais pas si vous savez que j'ai été infirmière auparavant pendant 15 ans, je pouvais observer en fait le mode de fonctionnement toxique entre des parents et des enfants, puisque je m'occupais de personnes âgées qui avaient des enfants et parfois je voyais les interactions qui se produisaient entre les parents et les enfants et c'est vrai que il y avait des exigences des parents vis-à-vis des enfants pour tout en fait, hein, pour les courses, pour les soins, pour le fait de venir souvent, voilà, c'est ce genre de choses là en fait, hein, le mode bourreau. Donc en fait, la conséquence du mode bourreau sur un enfant, donc là je vous parle de parents-enfants, la conséquence de ça, c'est que du coup, il va y avoir un manque déjà de confiance en soi, puisque le parent, en fait, il va un peu vous bouffer, hein, dans le sens où vous n'aurez pas votre mot à dire, où vous allez être critiqué quoi que vous disiez et quoi que vous fassiez. Donc ça va créer forcément un manque de confiance en vous, hein, puisqu'on ne vous valide pas et on ne vous reconnaît pas en tant que personne à part entière. Et puis un problème aussi de valeur, peut-être une confusion dans vos valeurs, puisque comme on vous aura tout le temps imposé, le parent aura tout le temps imposé ses valeurs à l'enfant, finalement l'enfant n'a pas eu le droit de penser par lui-même à savoir ce qui lui correspondait, le mode de fonctionnement qu'il avait envie d'avoir, etc. Donc du coup ça crée des failles et des blessures, de grosses blessures d'abandon et des blessures de rejet aussi. Si je vous parle en mode blessure, parce que l'enfant il se sent rejeté dans ce qu'il est, et puis il se sent aussi délaissé, quoi, hein, parce que on se préoccupe pas vraiment de ce qu'il pense. Donc voilà, donc c'est pour ça que au final, donc la conséquence de ça par rapport à la dépendance affective, c'est que pour le coup on manque de repères parce que on a été habitué à à ce qu'on pense pour nous, à pas avoir droit à la parole, etc. Donc ça peut créer un attachement anxieux. Mais aussi, on peut prendre aussi le contre-pied de ça et ne pas supporter du coup l'autorité et ne pas supporter qu'on nous dise quoi que ce soit. Et du coup, ça va être ce qui s'appelle, alors en analyse transactionnelle, ça s'appelle l'enfant libre. Et en fait, où ça va être un tempérament un peu de rebelle, quoi, avec qui c'est compliqué de fonctionner. On peut avoir un attachement fuyant, du coup, suite à ça aussi. Donc voilà, donc ça a beaucoup de conséquences. Et par rapport à la dépendance affective, eh bien, c'est que il y a certaines personnes qui, en réaction à cette éducation-là, vont avoir besoin de quelqu'un qui va rejouer le rôle de ce parent bourreau. Donc c'est là que nos schémas inconscients interviennent et qu'on va aller chercher quelqu'un qui va nous faire rejouer ça parce que c'est notre zone de confort, c'est ce qu'on connaît et c'est ce dans quoi en fait on est habitué à évoluer.
parce que même si au final on sait que c'est pas bon pour nous, finalement c'est quand même la seule chose qu'on connaît et c'est la seule chose qu'on a validée. Donc comme notre cerveau, il n'est pas construit pour qu'on s'épanouisse, mais qu'il est construit pour qu'on survive, comme c'est une situation connue et que, comment dire, on sait s'en sortir de cette situation et quelque part, ben voilà, on pense on va pas en mourir, donc on continue de fonctionner de cette façon-là. Et puis il y a aussi une chose par rapport aux parents bourreaux, c'est que en fait, on va être tellement habitué à ce qu'on nous parle d'une certaine façon, à ce qu'on nous considère d'une certaine façon, etc., que finalement on a une zone de confort élargie. Alors quand je dis zone de confort, c'est pas une zone confortable nécessairement, c'est juste une habitude. Voilà. Vous pouvez remplacer la zone de confort par habitude, c'est-à-dire j'ai tellement l'habitude qu'on me parle de cette façon-là et qu'on agisse de cette façon-là avec moi que finalement quand ça va se produire dans mon couple, ma foi, comme c'est connu, ça me choque pas en fait. Voilà, donc du coup, il y a des limites qui sont complètement en fait perturbées, parce que du coup, on n'a pas de repères parce que nos parents ont fonctionné comme ça avec nous et que à la base, ce sont nos seuls repères. Voilà. Et ensuite, comme conséquence, quand je disais qu'on reproduit, on est un peu en opposition justement par rapport à ça, c'est-à-dire un peu un refus d'autorité, une rébellion et tout ça. Ben la conséquence de ça, c'est qu'on a aussi du mal à construire une relation parce que dès qu'on va venir appuyer sur quelque chose qui va nous faire penser à de l'autorité ou à du rabaissement ou à des choses de l'enfance, on va avoir tendance à fuir aussi la relation et à ne pas accepter d'être dans le dialogue puisque le mécanisme de défense ça va être la fuite quoi. Donc voilà les conséquences de ce mode bourreau sur une personne. Donc en mode bourreau par rapport à la gestion de la relation avec les parents, ça va être de poser les limites. Alors les limites, ça va être en fonction surtout de votre estime de vous. C'est-à-dire que vous avez des valeurs que vous incarnez dans votre vie et si le parent ne respecte pas vos valeurs, c'est-à-dire votre façon de fonctionner, votre façon de réagir aux situations, vos principes de vie, si le parent ne respecte pas ça, les limites à poser, ça va être clairement de refuser que le parent outrepasse vos limites ou bien d'accepter par rapport à vos valeurs que vos valeurs à vous sont différentes de celles du parent en face. Alors ça c'est le mode on va dire un peu plus tranquille. Maintenant il y a le mode un peu énervé comme on dit et là c'est vraiment des choses qui vont être graves, qui vont être peut-être même au-delà de la loi. Donc quand je parle de ça, je parle de viol, je parle de violence physique, voilà de barbarie, de toutes sortes, parce que moi franchement j'ai entendu de plein de choses complètement différentes, parce que même par les paroles on peut être très barbare aussi vis-à-vis d'un enfant. Et donc il y a la pose de limite et ça peut aller jusqu'à la rupture de relation, prendre une décision de rompre la relation. Parce que si on a une bonne estime de soi et que le parent est très 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 toxique, il faut mettre un terme à cette relation et ne plus se préoccuper de ce que pense ou de ce que fait le parent. Voilà. On n'est pas obligé d'aimer ses parents, voilà, si vous avez besoin d'une réponse par rapport à ça, on n'est pas du tout obligé d'aimer ses parents, parce que déjà aimer, c'est ce qu'il faut savoir, c'est un verbe d'action, quoi. On croit toujours que c'est une émotion ou un sentiment, mais avant tout, c'est un verbe d'action. C'est je te montre que je t'aime. Et donc, par rapport aux actions qu'on met en place quand on aime, donc je vous donne une autre référence, du coup, c'est Gary Chapman. Donc c'est les 5 langages de l'amour. Donc la façon qu'on va avoir d'aimer quelqu'un, ça va être soit le toucher, soit les paroles valorisantes, soit les services rendus, soit les moments partagés, soit les cadeaux. On peut très bien ne pas être actif là-dedans et voilà. Après j'avais envie d'aborder aussi les parents qui sont vieillissants et qui ont de la dépendance, parce que bon, c'est bien beau de dire poser ses limites et stopper la relation, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça quand par exemple on a des parents qui deviennent dépendants, etc.
Et là, dans ce cas-là, si jamais vous avez encore contact avec vos parents ou des choses comme ça, mon conseil, c'est de mettre en place le maximum de choses pour que votre parent soit autonome de vous. C'est-à-dire mettre des infirmiers à domicile, des aides à domicile, trouver des voisins qui peuvent pallier quand vous n'êtes pas là, et être le moins en contact possible avec le parent toxique. Voilà. Euh, c'est pas parce que les parents nous ont mis au monde qu'on leur doit tout en fait. C'est une fausse croyance, hein, parce que les parents, justement, ils vous ont mis au monde pour que vous soyez autonome, hein, en fait, hein, c'est ça l'éducation d'un enfant, c'est on l'aide à grandir et on lui apprend à devenir autonome de nous. Donc en fait, le parent s'occupe de nous, mais c'est pas pour autant que on doit avoir une loyauté sans faille à son parent. Parce que sinon, ben en fait, c'est un peu comme de l'aliénation et on peut jamais sortir en fait de comment dire de son manque d'estime de soi, de son manque de confiance en soi, si comment dire on va continuer à s'écraser, on accepte que le parent ne nous respecte pas. Donc voilà. Donc après, il y en a qui se dépatouillent aussi en voyant le parent à petite dose. Parce qu'il y a un fond de culpabilité derrière et ça peut se comprendre aussi parce que ça peut faire partie justement de vos valeurs en vous disant bon ben moi pour moi mes parents m'ont donné la vie, je leur dois ça ou ça, mais il n'y a aucune obligation et il n'y a aucune culpabilité à avoir si vous souhaitez couper les ponts avec votre parent qui se comporte de façon toxique vis-à-vis de vous, soyons clairs. Et parfois, même la sortie de la dépendance affective, ça commence par s'autonomiser de son parent. J'ai remarqué que dans les cheminements parfois de mes clients, il y a des clients au fil du temps qui apprennent à fonctionner de façon saine, etc. et qui réalisent à quel point leur parent est toxique pour eux et donc choisissent de soit s'éloigner grandement, parce que des fois il y a aussi les petits enfants au milieu, soit complètement couper les ponts. Voilà. Donc voilà, par rapport au mode bourreau, je crois que je vous ai parlé un peu de tout ce que je voulais vous parler par rapport au mode bourreau. Ensuite, il y a le parent qui va se positionner en victime. Alors là, c'est périlleux parce que en fait, bon, ça arrive. J'ai remarqué en tout cas souvent chez les personnes âgées, hein, quand je vous dis j'étais infirmière et que j'allais au domicile des personnes. Alors la victime, c'est tu viens pas me voir et tu m'as pas fait ça donc il se plaint en fait le parent toxique, il fait que se plaindre sans arrêt, sans être dans la gratitude de ce que son enfant va pouvoir faire pour lui. Et puis, il n'y a jamais de solution possible, quoi. C'est-à-dire que ça va toujours pas. Il y a toujours quelque chose qui va pas. On a l'impression de donner, 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 et en face, il y a un puits sans fond, qui fait que la relation est très toxique parce que nous, on se vide de notre énergie. Et puis le parent en face, lui, il est toujours pas rempli, il est toujours pas satisfait de ce que peut apporter l'enfant. Donc par rapport à une enfance où le parent soit se positionne en victime, il peut y avoir aussi un parent, alors là je vais vous parler de la relation parent-enfant. Pas d'adulte à adulte, mais de parents enfants, par rapport au mode victime. Donc un parent qui va se positionner en mode victime quand vous êtes enfant. Donc ça peut être aussi un parent qui fait une dépression, ça peut être aussi un parent alcoolique. En gros, c'est ce qu'on appelle en fait en psycho un parent défaillant, quoi, hein, clairement. À ce moment-là, les conséquences sur l'enfant, ça va être pareil, comme on va le délaisser par rapport à ses besoins. Pour le coup, ça va être un peu le même schéma, ce schéma d'abandon, toujours. On en revient encore à de la dépendance affective. Et parce que c'est presque l'enfant, en fait, qui va même être parentifié.
Donc là, il y a aussi d'autres conséquences sur les relations, c'est-à-dire que dans nos relations sentimentales, si on vit ça, un parent qui se positionne en victime, on va avoir tendance à se positionner en sauveur vis-à-vis des autres, par exemple. Donc en fait, ça veut dire qu'on va on va avoir tendance à avoir des relations très délétères pour nous. Parce qu'on va tout le temps donner, 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 et on va avoir cette impression de devoir avoir les épaules larges tout le temps pour tout le monde. Donc pour le coup, on va avoir vraiment tendance à se mettre de côté par rapport à nos besoins, par rapport à nos valeurs. Voilà, et donc l'enfant, lui, il n'a pas appris vraiment à ce qu'on s'occupe de lui. Il est habitué plutôt même à ce que les rôles soient inversés. Donc ce qui fait que dans la construction de l'enfant, il y a une forme d'insécurité puisque on peut pas se sentir en sécurité d'un parent finalement qui est pas responsable quoi, parce qu'en fait être victime et se positionner en victime, c'est ne pas se sentir responsable de ses propres besoins quoi. Donc forcément ça crée de l'insécurité intérieure. Voilà, donc ça peut créer de l'anxiété. Ça peut créer vraiment qu'on se positionne en sauveur quoi, voilà, je dirais vraiment ça, avoir tendance à se faire passer après les autres parce qu'on est habitué à ça, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que c'est des schémas dans lesquels on est tellement habitué à tremper dedans depuis notre jeunesse que quand même les autres vont profiter de notre gentillesse, en fait on va même pas s'en rendre compte parce qu'on est tellement habitué à la victime que du coup on va continuer à fonctionner de cette façon-là. Et en fait la dépendance elle se crée parce que la reconnaissance du parent envers l'enfant dans ce mode-là, c'est que l'enfant fait des choses pour son parent. Donc, qu'est-ce qu'on va reproduire étant adulte? C'est qu'on va rechercher la reconnaissance de l'autre en faisant des choses pour lui et en se sacrifiant aussi pour lui parce que on ne connaît que ça. Donc voilà. Ensuite, il y a la posture donc de sauveur du parent vis-à-vis de son enfant. Et donc là c'est des parents qui ont eu des blessures d'enfance et qui les compensent. C'est-à-dire que c'est souvent des parents qui ont eu des parents abandonniques eux-mêmes et qui vont surprotéger l'enfant, qui vont faire les choses à sa place, qui vont tout faire à sa place. Et pour le coup, ce que ça crée chez l'enfant, c'est complètement un manque d'autonomie, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi aussi, parce que pour le coup on se connaît pas bien hein, quand on a un parent sauveur, en fait comme il pense à notre place, il fait tout à notre place, en fait on se connaît vraiment pas bien. Et donc ça crée pareil, manque de confiance en soi, puisque on est tellement habitué à ce que ce soit l'autre qui mette en place les choses pour nous, que ce soit le parent, on a été éduqué comme ça, que pour le coup en tant qu'adulte, on va avoir besoin d'un sauveur aussi. Parce que peut-être on va avoir tendance à manquer de confiance en soi et peut-être à se positionner à des moments en victime aussi. Et donc ça crée une relation de dépendance puisqu'on n'a pas appris à faire les choses par nous-mêmes. Voilà, donc pour le coup, les exemples que je peux donner par rapport aux parents qui va se positionner en sauveur, ça va être les parents qui vont faire les choses à la place de l'enfant alors qu'il est grand et alors qu'il est en capacité de faire certains gestes du quotidien ou en capacité d'aider à faire des tâches ménagères. Voilà, ça va être les parents qui vont empêcher l'enfant quelque part un peu de grandir et de devenir autonome d'eux, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même des personnes qui sont issues donc de personnes qui à la base ont des blessures d'abandon, donc forcément en fait si quelque part je lâche mon enfant, j'ai peur que mon enfant m'abandonne en devenant autonome.
Voilà, donc voilà les processus qui se produisent. Donc déjà, ben, je vais vous demander un petit peu si ça vous parle, si vous connaissez ça, etc. Je fais une petite pause parce que c'est vrai que je parle, mais voilà, je sais pas si du coup ça vous parle, si ça vous intéresse, si ça vous éclaire un peu sur la relation toxique avec un parent. Voilà. En attendant, je vais boire un petit coup puisque je fais que parler depuis tout à l'heure. Ah ouais, Yak me dit oui, ça me parle totalement. Oui, de toute façon, c'est les trois postures et oui, dans le mille. Ouais, c'est les trois postures que les parents adoptent. Et malheureusement, en fait, nous, pour le coup, on apprend à fonctionner de la même façon aussi à la base dans nos relations, puisqu'on c'est pas une histoire de faute ou de culpabilité, c'est juste on connaît que ça. Donc, si on fait pas un travail sur soi, en fait, pour réussir à discerner ce qui nous appartient de ce qui appartient au schéma ou de ce qui appartient à nos parents, en fait, on continue et inconsciemment de choisir des partenaires qui vont nous faire rejouer tout ça et agir de cette façon-là, nous aussi, dans les relations. Donc c'est ça un peu, c'est ça la dépendance affective, parce que la dépendance affective, c'est quand il y a du trop, quoi. Quand il y a du trop dans tous les domaines et aussi du sacrifice de soi, etc. Voilà, donc après, par rapport aux parents toxiques, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les écrire dans le chat hein, si vous voulez. Mais comment s'autonomiser en fait donc de la toxicité de nos parents? En fait c'est une question un peu vaste parce que tout dépend du degré de toxicité du parent. Parce que il y a des parents qui sont plus toxiques que d'autres. Hein, c'est-à-dire que le parent qui par exemple est allé jusqu'à commettre des actes répréhensibles par la loi vis-à-vis de vous, ben c'est un degré. Après, si c'est des râleries de temps en temps, on le gère pas de la même façon. Alors, ben déjà, en fait, on s'autonomise de ça? C'est que déjà, alors quand j'ai un peu parlé déjà du mode bourreau, hein, donc de poser ses limites, et éventuellement bah, de vraiment d'aller jusqu'à rompre la relation si vraiment c'est pas possible et que vous voyez que c'est vraiment trop délétère pour vous. Après, pour le mode sauveur, ce qu'il y a à mettre en place, c'est-à-dire que si le parent il joue encore au sauveur vis-à-vis de vous et que c'est-à-dire je sais pas moi, il vous aide de trop quoi, il vous conseille encore, il vous impose ses conseils par exemple alors que vous l'avez pas demandé, il fait des choses pour vous mais trop dans le trop et ça vous étouffe et que vous l'avez pas demandé. Donc là aussi c'est pareil, c'est de discuter avec le parent. Alors bon, en mode sauveur le parent. On peut avoir un peu de sympathie vis-à-vis du parent en lui expliquant que ben on comprend qu'il a une bonne intention vis-à-vis de nous, qu'on le remercie, mais que en fait on n'a pas besoin de ça et qu'on aimerait que il arrête de nous étouffer un petit peu avec ses comment dire avec ses sollicitations quoi. Voilà. Ensuite le parent qui se victimise, ben ça va être de parler en fait de vos besoins, de poser des limites par rapport à ce que le parent vous demande et puis de l'aider en fait à trouver ses ressources en lui ou de trouver d'autres ressources externes pour qu'il soit plus autonome de vous. Et pas forcément se mettre en mode bourreau vis-à-vis du parent, mais de lui expliquer que ben pour certaines choses c'est à lui de se débrouiller. Et alors il y a le cas des parents qui sont en dépression ou alcooliques et tout ça, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, souvent, il y a les familles qui culpabilisent énormément parce qu'ils savent pas trop quoi faire, parce qu'en fait, ces situations-là poussent à être en mode sauveur vis-à-vis du parent. Et donc, on est aussi, ben, pareil, dans du toxique parce qu'on s'épuise à donner aux parents et que finalement, il n'y a rien qui change. Voilà. Et en fait, parfois, enfin, en fait, c'est même pas parfois, mais ça peut être un jeu hyper toxique parce que je vais appeler tout le temps ton côté sauveur pour que tu combles chez moi ce que je n'arrive pas à combler moi-même.
Ça va être de rechercher à faire en sorte que le parent soit le plus autonome possible. Et par rapport à ces maladies-là, eh bien, moi, ce que je conseille, de lâcher prise, en fait, parce que c'est vrai il y a des enfants qui sont très contrariés, que leurs parents soient pas bien, que leurs parents sortent pas de leur travers et tout ça, et qui culpabilisent, hein, même que leurs parents soient dans ces travers-là. Et en fait, sachez que vous ne pouvez rien faire à partir du moment où l'adulte en question qui est adulte, n'a pas décidé de se prendre en charge ou de se faire prendre en charge, et que, en fait, vous allez vous épuiser à chercher à aider le parent. Et que vous n'aurez pas de résultat parce que la seule personne qui peut décider d'être aidé ou de se faire aider, c'est le parent en question. Donc c'est pas pour autant qu'il faut laisser le parent en question. Vous pouvez être, comment dire, une aide dans la mesure de ce qui n'est pas délétère pour vous. C'est-à-dire que j'appuie sur ça. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai des clientes qui vont voir leurs parents chaque jour, mais du coup que ça empêche complètement de vivre parce que pas d'activité pour elles, pas de possibilité d'avoir du temps pour elles. Et ça, en fait, c'est pas possible parce que ça en devient de l'aliénation. Ce que je conseille, c'est d'être moins présent parce que quelque part aussi, c'est pas rendre service à son parent qui est en posture de victime, d'être tout le temps là à compenser ses manques. Pourquoi? Parce que finalement, comme on compense ses manques, en fait, y a pas besoin de bouger, quoi. Il y a pas besoin de changer quoi que ce soit puisque ses besoins sont comblés, les gens sont autour de lui ou d'elle. À l'entourer. Ça va pas mettre la personne en mouvement non plus de rester présent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'attends un petit peu parce qu'il y a un délai de décalage entre le moment où je parle et le moment où je reçois vos messages. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Et voilà. Alors je sais que ça parle à Aurélia et Anna. Euh, Voilà. Et après, donc par rapport à à la culpabilité, moi j'ai envie d'opposer à ça responsabilité plutôt. C'est-à-dire que dans une vie, quand on est adulte et qu'on est construit de façon saine, c'est chacun qui prend ses responsabilités dans ce qu'il fait, comment il s'occupe de lui. Euh, vis-à-vis d'un parent qui va être en mode bourreau, par exemple, c'est à soi-même de se préoccuper de nos propres besoins et aussi de faire respecter nos valeurs. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs que notre parent qu'on ne doit pas se sentir respecté. Euh, et, euh, donc voilà. Ah, merci les filles, j'ai votre retour, Véronique et Aurélia. Voilà, oui, donc voilà, donc vraiment, les comportements à adopter, c'est de poser des limites. Si vraiment c'est très difficile par rapport à votre parent, c'est d'aller faire un travail sur vous pour réussir à aller poser ces limites. Il y a la culpabilité, il y a savoir comment vous vous jugez, sachant que c'est pas rendre service à un parent que de rester dans la toxicité et de répondre au rôle qu'on doit avoir en face dans ce fameux triomphe de Cartman. C'est-à-dire que si le parent se positionne en bourreau, nous, on va se sentir victime. Mais du coup, comme on se sent victime, on va peut-être se repositionner en bourreau vis-à-vis du parent. Et en fait, au final, on s'en sort jamais. Donc là, c'est prendre la responsabilité de nos valeurs, de nos besoins, poser des limites et puis les exprimer tout simplement aux parents quoi, en disant mais moi ça c'est pas possible quoi, c'est plus possible que tu me traites comme ça, j'accepte pas que tu m'insultes ou j'accepte pas que tu me rabaisses comme ça. Voilà, et ça c'est tout un travail sur l'estime de soi et aussi un travail sur vraiment la culpabilité. Parce que derrière cette culpabilité, il y a vraiment un manque de confiance en soi et un manque vraiment encore d'estime de soi, quoi. Ma grand-mère est toxique, ma mère devant
Attends. La support, je pense aussi. 4 mois, je pense aussi. Toujours raison, elle se remet en question et toujours rabaissée. Alors, par rapport à ce que tu dis, Frédéric, j'ai envie de rebondir. Parce que c'est vrai qu'en plus, les personnes âgées, en fait, si vous voulez, au plus on avance dans l'âge et on a toujours fonctionné comme ça, plus le nombre d'années est grand, parce que c'est du répéter, répéter, répéter et on continue, au plus c'est difficile de se faire comprendre par la personne et que la personne accepte. C'est une longue habitude, quoi. C'est une longue habitude pour ta grand-mère de fonctionner comme ça. Et donc, c'est très très difficile de faire changer une personne âgée, quoi. Parce que les personnes âgées, elles ont fonctionné comme ça pendant 80 ans, 90 ans. Et que on peut pas changer un mécanisme comme ça. Maintenant, il peut y avoir des petites choses, hein, parce que quand on change son positionnement, on change sa posture vis-à-vis du grand-parent ou du parent âgé, oui, parfois ça les fait un peu réagir et puis ça les oblige un petit peu à sortir de ce jeu psychologique toxique, quoi. Tu recherches la solution pour l'éloigner de toi. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'elle te... Voilà, supportée chez moi depuis 4 mois. Ah oui, d'accord, parce qu'elle est chez toi, ta grand-mère, du coup, Frédéric, c'est ça que je comprends. Alors après, il y a Aurélia aussi qui a parlé. Alors pour ma part, je préfère choisir le silence lorsqu'un parent ne veut rien entendre, lorsqu'il a un comportement toxique, se protéger avant tout. Oui, oui, complètement. Ben, c'est ça, en fait, Aurélia, c'est se protéger, comme je te disais. Oui, le moins de contact possible et comme tu dis, le silence, parce que ça sert à rien d'argumenter avec quelqu'un qui n'a rien envie d'entendre et puis qui fonctionne comme ça depuis longtemps. Et moi, quand mes clients, vis-à-vis de leurs parents toxiques, ont changé leur posture, parfois ça a fait quand même bouger le parent, quoi. C'est arrivé que certains parents, tout dépend du degré de toxicité du parent, et il y a des parents évidemment qui sont manipulateurs ou PN même. Donc là, cela, impossible de leur faire changer quoi que ce soit. Mais bon, après, on a toujours l'option et c'est là où en fait on ne doit pas se sentir et se positionner nous-mêmes en victime de la situation. C'est qu'on a toujours quand même en tant qu'adulte la possibilité d'être complètement autonome de nos parents et couper les liens, quoi. Selon le degré de toxicité, quand il en va de sa santé mentale et morale par rapport à un parent, il faut pas hésiter à couper les ponts, hein, à dire non mais moi je veux pas de ça dans ma vie. Le parent, en fait, après, il se débrouille pour être autonome, voilà. Il n'y a pas de, on n'a pas, on a, il n'y a pas de nécessité de nourrir une relation qui ne nous nourrit pas, quoi, hein, justement, qui est à sens unique ou dans laquelle, qui nous fait nous sentir mal, qui nous renvoie à nos blessures, enfin, il n'y a aucun intérêt. S'il n'y a pas de dialogue possible, qu'il n'y a pas de compromis possible, hein, les fameux compromis dont je parle dans le couple, et ben là c'est un peu pareil avec les parents, hein, parce que de toute façon le compromis c'est pareil dans toutes les relations. Mais là, honnêtement, il y a des degrés auxquels il faut savoir dire stop. Mais pour savoir dire stop, il faut savoir sortir de son rôle de sauveur, quoi, le rôle de sauveur qu'on a tant envie de prendre souvent. Euh, Moi, la plupart de mes clients, c'est vrai qu'ils fonctionnent en mode sauveur hein, vis-à-vis des autres. Et donc, faut réaliser à quel point c'est délétère pour nous de rester en contact avec le parent ou de chercher toujours à les convaincre et tout ça, parce qu'en fait, au final, on n'a pas à les convaincre de quoi que ce soit, mais par contre, on a la responsabilité de notre bien-être et de mettre des limites par rapport à notre bien-être, quoi. Voilà. Alors ensuite, je vais regarder un peu plus bas. Alors, alors, pas eu le choix de prendre ma mère chez moi. Ma grand-mère, j'ai résolu le souci parce que plus de contact. PN et mon géniteur, père que je vois plus depuis un moment. Ouais, ben malheureusement, c'est vrai que ça fait des dégâts et puis en général, le truc c'est que souvent
quand il y a une personne de la famille qui fonctionne de façon toxique, les autres autour fonctionnent aussi également de façon toxique, même si par exemple ils paraissent plus gentils. Si par exemple on va avoir un parent manipulateur ou PN, et par exemple, c'est pour donner un exemple, hein, une maman qui va être en mode sauveur et qui va fonctionner avec le parent qui est PN, et ben ça reste du toxique dans les deux cas parce que du coup le parent qui se positionne en sauveur alimente quand même le jeu psychologique, hein, a besoin dans l'absolu de la reconnaissance de celui qui est PN, et puis le PN a besoin du sauveur pour le vampiriser et pour lui pomper toute son énergie et pour le détruire. Voilà, et puis c'est des choses qui se transmettent de génération en génération parce que vous allez avoir peut-être un parent PN avec, je sais pas moi, une mère qui a été en mode sauveur. Bon, donc vous allez peut-être soit vous repositionner comme le parent qui s'est positionné en sauveur, ou bien vous pouvez aussi avoir un peu le côté bourreau de l'autre côté du PN et reproduire le mode bourreau dans votre couple aussi. Il y a plein de schémas en fait différents. Moi j'ai un petit truc à vous donner parce que ça c'est un truc que j'ai appris à faire en thérapie de couple. C'est un genre d'arbre généalogique en fait, de reprendre un peu de génération en génération ce que vous savez en termes de comment dire de dynamique familiale. On peut remonter jusqu'à la relation jusqu'à la génération des grands-parents. C'est déjà pas mal si vous arrivez à connaître les relations qu'il y avait entre vos grands-parents, soumission, autorité, ou des choses comme ça. Vous faites la même chose avec vos parents, donc la relation de vos parents entre eux. Et puis à chaque fois, dans cet arbre généalogique, on note aussi le type de lien du coup que les parents ont eu avec chacun des enfants. Donc autorité, soumission, ce genre de choses-là. Et en fait, en psychogénéalogie, on arrive à retrouver et à remonter aux schémas qui se transmettent de génération en génération, et on voit des transformations, des enfants qui deviennent sauveurs avec un parent victime et un parent bourreau. Enfin voilà, et on voit que la toxicité, au final, elle se transmet de génération en génération. Et en général, là, cette toxicité qui se transmet de génération en génération fait qu'à un moment donné, ben nous maintenant de notre génération, on consulte parce que souvent, en fait, le symptôme, ce sont nos relations affectives qui parlent et qui font qu'on n'arrive pas à construire. On sait qu'on se positionne pas forcément de façon saine et tout ça, et en fait, ben, effectivement, ça revient de l'enfance. Alors, par rapport à ce que j'avais envie de vous dire aussi, par rapport au fonctionnement des parents en mode victime, sauveur et bourreau, je pense qu'il y a... Ah oui, je voulais vous parler du pardon, en fait, la notion de pardon. Alors, la notion de pardon, ça veut dire... pardonner, ça veut dire passer à autre chose. Mais ça veut pas forcément pas dire passer à autre chose par rapport à nos parents, ça veut dire passer à autre chose par rapport à nous-mêmes. Pardonner, en fait, la démarche, c'est se dire, je décide de passer à autre chose pour moi. Parce que si je suis toujours soit dans ce mode-là, soit je fonctionne comme ça, où j'ai encore en mémoire et je me sens encore victime d'avoir vécu tout ça, etc. Ben en fait, je reproduis tout le temps, c'est quelque chose qui va me hanter, c'est quelque chose qui va me pourrir les années à venir. Et donc pardonner, ça veut dire décider que ok, j'ai pris acte de la situation, j'ai pris acte que mes parents ou mon parent a fonctionné de façon toxique, mais moi je décide de me détacher de ça. C'est un peu comme quand on dit en psychogénéalogie qu'on casse le maillon de la chaîne. Vous savez, cette fameuse chaîne qu'on transmet de génération en génération, et puis qu'à un moment on se dit ça s'arrête à ma génération, quoi. Et donc c'est là qu'on fait souvent un travail sur soi. Et ce que j'avais envie de vous dire pour un peu apaiser certaines choses. Au début, moi, ça m'avait choqué puisque la personne qui m'a formée en coaching, mon premier rendez-vous, m'avait dit, mais tu sais, alors bon, je vais parler plus clairement, en fait, on parlait de mon père. Il me disait, tu sais, mais le fait que ton père ait été de cette façon-là, ok, toi tu l'as mal vécu, etc. J'entends, mais par contre, il faut aussi que tu regardes que à ce jour, peut-être que si tu es aussi parfois exigeante dans certaines choses, que si tu recherches toujours, comment dire, à faire les choses vraiment très très bien, d'être à la hauteur, etc. Ça a été aussi un moteur pour toi.
En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nos parents, même si ils ont fonctionné de façon toxique ou qui sont toxiques, euh, si on décide de focaliser sur ce que ça nous a apporté, d'avoir des parents toxiques, parce qu'au final, moi j'ai des personnes qui ont fait un gros travail sur elles, qui ont appris à s'affirmer, qui ont appris à avoir de l'estime d'elles-mêmes, qui ont appris à avoir confiance en elles. Et peut-être que si jamais, enfin, elles n'auraient jamais fait ce cheminement-là, ce parcours-là, si ça s'était pas passé comme ça. Et puis, ça donne une force aussi d'avoir vécu certaines choses parfois difficiles. Hein. Peut-être qu'on va être plus costaud que d'autres face aux épreuves et peut-être un peu plus philosophe que d'autres face aux épreuves. Euh, et puis aussi parfois que nos parents, justement, peuvent être alors, nos contre-exemples. Alors, contre-exemple, pas à l'extrême, parce que justement, ben là, ça recrée la dépendance affective à l'opposé, comme je vous expliquais, quelqu'un qui va se positionner en sauveur vis-à-vis de ses enfants parce que lui-même a eu des parents, par exemple, bourreaux, à l'extrême, ben en fait, ça empêche l'enfant de devenir autonome et ça le remet dans une relation de dépendance affective. Mais par contre, de prendre le contre-pied par rapport à certaines valeurs, de s'en distancier parce qu'on n'est pas d'accord avec ce principe de vie-là, ou qu'on n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Par exemple, si vous avez appris l'école, je sais pas moi, à coup de gifle, et que vous voulez pas reproduire ce schéma-là pour vos enfants, ben c'est super parce que du coup, ça vous évite de reproduire un schéma, par exemple, de violence. Alors que peut-être que si vous n'aviez pas vécu ça, ben si vous étiez énervé, peut-être que ça serait sorti tout seul, de mettre des gifles ou de, enfin, voilà. Donc du coup, parfois, ça nous empêche nous-mêmes, comme on l'a expérimenté, de reproduire la même chose vis-à-vis de nos enfants. Et j'avais autre chose à vous dire par rapport à ça. Je sais plus ce que j'avais envie de vous dire par rapport à la toxicité des parents. Mais bon, voilà, ça peut être aussi. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que je voulais vous dire que les parents, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils fonctionnent de façon toxique parce que eux-mêmes ont reçu des schémas pas sains hein, et toxiques. Et donc, ils n'ont fait que ben, faire comme nous on fait, hein, c'est-à-dire soit parfois reproduire, soit parfois être en opposition. Mais que, alors, ils sont responsables, bien sûr, les parents, ou en tant qu'adultes, on est toujours responsable de ce qu'on fait vis-à-vis des autres. Mais l'explication, en tout cas, si ça peut apaiser certaines personnes, c'est que les parents n'ont pas eu non plus nécessairement peut-être des enfances faciles non plus. Et que c'est en ça, si vous voulez, qu'on peut réussir à passer à autre chose. C'est de comprendre parfois comment leurs propres parents se sont comportés avec eux et que même si ça n'excuse pas, hein, parce qu'il y a comment dire, il y a des parents qui ont des comportements terribles vis-à-vis des enfants, hein, et que ça n'excuse pas tout d'avoir eu une histoire, et justement, en fait, d'excuser tout et n'importe quoi, c'est se positionner en mode sauveur. En tout cas, si pour vous apaiser, vous voyez un petit peu plus large que votre parent qui se comporte de cette façon-là, il faut comprendre que le parent qui se comporte de cette façon-là, c'est parce qu'il lui-même, il n'a pas eu des parents qui fonctionnaient de façon saine, tout simplement. Que, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des choses qui se font de génération en génération. Je pense que ça peut un peu apaiser les choses quand on réalise que même si nos parents étaient terribles avec nous, terribles entre eux, etc., c'est que eux-mêmes ont certainement eu peut-être des traumas, peut-être des parents en mode toxique, etc. Enfin voilà. Voilà moi tout ce que j'avais envie un peu de vous expliquer. Alors est-ce que pour vous ça a été intéressant ou pas? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre pour vous, des choses que vous avez envie de savoir, des questions à poser? Voilà, je suis à votre écoute. J'attends un petit peu vos retours. Je vois pas de questions, alors je sais pas si... Ah, très clair, Anna, elle dit merci Anna pour ton retour. Est-ce que ça vous a apporté un peu des pistes de réflexion? Est-ce que ça vous a un peu aidé sur votre posture par rapport à vos parents? Voilà. Donc ouais, nous on rejoue à tout s'explique. Ça t'a aidé, Anna,
à avoir des explications. Et oui, complètement, bah voilà, et c'est vrai que oui, oui, tout s'explique, hein, tout, il y a beaucoup de choses qui sont très logiques, hein, en fait, en psychologie, il y a beaucoup de choses qui sont très très logiques. Moi, avant, je comprenais rien avant de devenir coach et thérapeute. Et en fait, tout est devenu, enfin c'est très, au final, c'est très très logique et c'est simplement des causes-conséquences sans arrêt. Donc c'est pour ça que je fais du coaching parce que changer son comportement au quotidien, c'est stopper la chaîne, c'est changer complètement la situation et les schémas quoi aussi. Voilà. Très intéressant, mais de le comprendre et de savoir ne facilite pas pour une guérison pérenne. Une guérison par rapport à quoi, Véronique? Euh. Ah, une guérison pour vous de vos blessures, peut-être. Euh, bah si, parce que il suffit de, quand on le sait, enfin moi, honnêtement, quand selon le degré de toxicité des parents et selon le degré de difficulté de ce qu'on a vécu, honnêtement, il y a pas le choix. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées dans l'inconscient qu'on a besoin d'une aide extérieure. Donc moi, clairement, le conseil que je vous donne, c'est une aide extérieure. Et de travailler en fait sur ce que vous reproduisez par rapport à votre lien avec le parent parce que le truc c'est que on pense que parfois on pense que parfois on se guérit tout seul mais le problème c'est que on fonctionne tellement de façon inconsciente et tellement avec des habitudes et tout ça que si on n'a pas quelqu'un d'extérieur qui a un regard sur la situation, sur votre mode de fonctionnement, ben en fait, il y a plein de petites choses au quotidien qu'on met pas en place et au final, on continue à fonctionner quand même de la même façon, quoi. Et de dépendance affective. Bah après, ouais, tout dépend du degré, tout dépend du degré de toxicité de notre lien avec nos parents. Il y a des choses qui sont plus ancrées, il y a des choses qui sont peut-être plus faciles à que ah ouais et ouais Aurélia tu fais le retour on peut pas guérir tout seul on ne peut pas avancer que toute seule ouais bah voilà les filles elles parlent elles travaillent avec moi enfin Anna ça y est elle a fini son accompagnement mais oui, effectivement, moi personnellement, je sais qu'il y a tellement de choses. Je croyais que je croyais que moi, je fonctionnais de façon saine. Et puis, honnêtement, quand je suis devenue coach, que j'ai fait ces fameux mois transformationnels, je me suis rendu compte que pas du tout, quoi. Hein. Et on s'en rend pas compte. On voit rien. On est un peu comme aveuglé. Hein. On se rend pas compte de comment on se positionne dans nos relations, de comment on fonctionne. Honnêtement, sortir de cette blessure d'abandon ben c'est vraiment se faire aider parce que sinon en fait on le rejoue tout le temps, on s'en rend pas compte. C'est dans plein de petites choses du quotidien hein, qu'on s'abandonne hein. Et qu'on rejoue nos blessures d'abandon et on va chercher inconsciemment des partenaires qui vont nous faire rejouer ça aussi. Et nous on a tendance aussi à abandonner les autres par peur de l'abandon justement. Enfin c'est des cercles. C'est le nom de mon programme, le fameux déclic. Et oui. On ne peut pas avancer tout seul, bloqué pendant des années, et puis le fameux déclic. Et ouais, bien aidé, il a suffi d'une rupture traumatique, avant d'expliquer rapide pour tout relancer. Et oui, mais parce que c'était pas, ouais, c'est parce que c'était pas encore guéri. Et puis, en fait, quand on rentre dans une relation toxique, c'est qu'on a des blessures en fait à guérir. Hein, donc, merci Anna, c'est gentil. Tout est inconscient dans notre comportement. Et oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait on rejoue des choses, plein de choses inconscientes, et donc le travail en fait avec le thérapeute, ça va être retrouver confiance en soi, retrouver l'estime de soi, se rendre compte à quel point il y a un gap entre ben comment on devrait agir, ce qu'on devrait choisir, etc., les décisions qu'on devrait prendre, et et en fait ce qu'on a réellement fait. Ah oui, c'est une belle leçon de vie ça, Anna. Hein. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est une belle leçon de vie. Mais après, c'est vrai que quand on a fait le travail, enfin voilà, tu vois, je pense que Anna, du coup, tu peux parler puisque tu l'as terminé, toi, l'accompagnement depuis un petit moment. Mais une fois qu'on a compris toutes ces postures, qu'on a compris ben, nos valeurs et d'être le plus aligné avec nos valeurs, d'être le plus en accord avec nous-mêmes pour ne pas nous laisser entrer dans le jeu psychologique. Bon ben ça va mieux, hein, ça c'est sûr. Hein. J'en suis reconnaissante car je n'aurais pas fait tout ce travail avec toi.
Ah bah, c'est gentil, Anna, je comprends que tu sois reconnaissante de. Mais de toute façon, oui, ces relations toxiques, au final, ça nous fait que grandir, hein. Au final, si on prend en fait les bonnes résolutions, qu'on a les bonnes clés en face de soi, etc., ça nous fait que grandir, progresser par rapport à nous, par rapport à notre bien-être, etc. Après Monique, Arnaud, avec le travail du psychiatre, j'ai compris, mais pas appris à me positionner, j'apprends à le faire maintenant. J'ai eu un petit problème. Donc, ben oui, ben c'est bien Véronique d'apprendre à te positionner différemment parce que c'est très très hyper important quoi. C'est hyper important d'apprendre à se positionner et à ne plus se mettre en mode victime ou sauveur ou bourreau pour avoir des relations saines, complètement. Et les pervers, on les voit ensuite de loin et on n'en veut plus. Merci Anna pour ton retour. Et oui, Anna, en fait, ah ouais, ouais, non, mais clairement, Anna, t'as fait vraiment un beau boulot, quoi. Franchement, je te dis chapeau parce que vraiment, ça a été un gros travail. Enfin voilà, est-ce que vous avez des questions à poser? Je sais pas si je vois encore les commentaires. On dirait que je les vois plus. Je les vois pas. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions à poser. Je crois qu'on a perdu la moitié des personnes en route. Ben, en tout cas, voilà, moi ça a été un plaisir de vous expliquer tout ça. Ça a été un plaisir comment dire, de vous parler des relations toxiques. J'en ai réellement pris conscience. Ah voilà, ça y est, je vois les commentaires. Ah. Et oui, Michel, ma collaboratrice. Ben, on va essayer de faire un truc avec Michel, toutes les deux, peut-être prochainement. On vient d'en discuter, mais bon, là, Michel, je crois qu'elle va partir un peu en congé et tout ça. Mais du coup, ah, merci, merci les filles. Et peut-être qu'on fera un live aussi. Ouais, merci Anna, c'est gentil. Et donc voilà, donc peut-être qu'on vous fera un live ensemble à un moment. On s'est pas encore mis d'accord sur le thème, etc. Mais on envisage de faire un live toutes les deux ensemble. Voilà, justement parce que Michelle, elle fait partie de l'accompagnement. Elle fait une séance en fait sur les drivers et injonctions dans mon accompagnement. Et donc c'est vrai que c'est un travail du coup en profondeur aussi sur tous les schémas inconscients, hein, les drivers et injonctions. D'ailleurs, c'est peut-être de ça que tu parlais. Oh, je crois que c'est Aurélia, ouais. Et un beau duo de choc. Ben merci, merci les filles. Ben voilà, ben écoutez, en tout cas, moi j'ai fini pour ce soir. J'espère que ça vous aura apporté peut-être des clés par rapport à votre positionnement, par rapport à peut-être des explications par rapport à ce qui se produit pour vous, même dans votre vie sentimentale. Et voilà, ben écoutez, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Et puis je vous dis ben, à bientôt, hein, la prochaine fois que je ferai un live. Je vous souhaite une belle soirée à, ben, à toutes du coup, parce qu'il n'y a que des filles. Bonne soirée, au revoir.